Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de suivre votre magazine Kiosque de ce 13 avril 2023. Tout d'abord, la une de journaux parus dans la capitale ce jour, le potentiel. L'Assemblée nationale s'offre la tête du DG de la SNEL. La plénière de l'organe délibérant exige sa révocation dans les 48 heures. L'avenir qui revient sur le même sujet, les députés nationaux ont évoqué plusieurs arguments pour soutenir leur démarche visant à révoquer le DG de la SNEL. Pour eux, les délestages qui se font dans la capitale constituent ni plus ni moins une incitation à la révolte du peuple congolais. Ils évoquent également la gestion calamiteuse des fonds de cette entreprise publique. La prospérité parle de la réplique du DG de la SNEL. La grande difficulté liée au délestage, c'est le fait que la ville de Kinshasa, miroir du pays, est sous une dynamique de croissance urbaine très importante. Tempête de tropiques, tous les regards des Congolais sont désormais tournés vers l'exécutif national pour savoir si ce dernier va mettre en application ses recommandations. Alors, Forum des As parle du tête-à-tête Félix Tshisekedi, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, arrivé hier dans la capitale. Les dirigeants suisse sera qui est en sa première visite officielle en République démocratique du Congo, sera en conférence de presse avec le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. C'est jeudi. Processus électoral en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante confirme les élections en décembre. C'est qu'écrit Forum des As, toujours dans ce colonne. Les secrétaires exécutifs national de la centrale électorale poursuit le tabloïd, a fait cette annonce hier mercredi au terme du contrôle de l'état de fonctionnement des dispositifs électroniques de vote dans les entrepôts de Ndjili et de Poids-Lourds. Voilà, ce sont là les grandes lignes de la presse écrite de ce matin. Alors, madame, messieurs, vous avez compris que nous allons parler tout au long de ce magazine Kiosque de ce jour, notamment de la demande des députés nationaux de révoquer dans 48 heures le DG de la Société nationale d'électricité, de la visite du président de la Confédération helvétique en République démocratique du Congo, qui sera en tête-à-tête avec les chefs d'État Félix Tshisekedi aujourd'hui. Et nous allons également revenir sur l'évaluation du processus de paix de Luanda qui a été faite hier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et son homologue angola, João Lourenço. Voilà, et voilà, nous avons deux invités. Le premier est déjà là, Pascal Ouonje. Bonjour. Bonjour Gisèle et Toko. Bonjour également à nos différents téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Je dois présenter en même temps les excuses, surtout à Doudou Moutiri, du fait que c'était hier qu'il m'avait invité. Malheureusement, on a eu un programme qui ne nous a pas permis de nous présenter à l'émission. Il semblerait, selon les informations que j'ai eues, c'est que vous n'aviez pas pu organiser l'émission hier, simplement parce que nous, que vous aviez invité, nous étions un peu indisposés. Et pour ça, nous vous présentons les excuses. Merci. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus, pour que nous puissions analyser avec vous les questions d'actualité. Ok. Alors, j'ai annoncé au sommaire plusieurs sujets. Alors, je voudrais que nous commençons par lequel? Oui, je pense de mon point de vue que je fasse une petite analyse sur la question des élections, la problématique électorale, parce que déjà nous avons une expérience, sinon je veux dire, nous commençons à avoir une culture électorale, je ne veux pas parler démocratique, mais plutôt électorale, du fait qu'on ait organisé les élections d'abord en 2006, 2011 et 2018 et bientôt 2023. Voici mes questions parce que ça taraude mon esprit et finalement je semble être incapable de dégager un bon raisonnement et du fait simplement que beaucoup de questions restent non répondues, non réponses. La première, c'est le fait qu'on organise les élections. Est-ce que pour nous, nous acceptons que c'est devenu simplement une simple culture démocratique? Nous avons un cycle, la Constitution veut qu'au bout de chaque 5 ans, nous devons organiser les élections. Nous les organisons. Est-ce que nous estimons nous arrêter simplement à l'organisation des élections parce que nous voulons respecter la Constitution? Deuxième question, c'est est-ce que c'est une opportunité cette fois-là pour nous Congolais?
au regard de ce que nous avions vu dans le passé, dans le mandat passé par exemple, que cela soit une occasion ou une opportunité pour nous d'aligner des nouveaux animateurs, ceux-là qui peuvent se battre pour le changement de la vie sociale des Congolais. Est-ce que c'est une opportunité de résoudre des questions fondamentales à travers les élections? Est-ce que c'est un défi pour nous, à travers les élections, trouver, une fois de plus, solution à ces questions? C'est autour de ces questions que je me suis dit, il ne faudrait pas que les élections soient une simple culture. Je suis parti d'un constat. Parce que dans quelques jours, c'est le dépôt des candidatures. Il faut sillonner les états-majors et voir comment les gens se décarcassent et le choix des animateurs qu'on fait. Et ça doit vous indigner. Je suis d'accord avec Platon lorsqu'il dit la démocratie, c'est un mauvais pouvoir parce qu'il suffit que vous soyez démagogue. Il suffit que vous ayez l'argent et vous avez le pouvoir. Et parfois, vous n'avez pas de compétences acquises. Mais des gens qui ont des compétences, parfois ils peuvent manquer l'argent, parfois ils peuvent ne pas être démagogues, mais ils sont parfois écartés. Mais c'est le constat que je vois aujourd'hui dans les états-majors des partis politiques. La curiosité, c'est qu'on aligne n'importe qui. La conséquence, c'est lorsque ces n'importe qui là sont élus. Une fois élus, ils sont à l'Assemblée nationale. Une fois à l'Assemblée nationale, nous serons les premiers à décrier parce qu'ils sont des dormeurs. Vous voulez que Une fois à l'Assemblée nationale, incapable de concevoir des lois. Une fois à l'Assemblée nationale, incapable d'engager un débat intelligent. Une fois à l'Assemblée nationale, incapable d'interpeller objectivement les autres animateurs pour que la gestion du pays soit saine. Alors, il faut que la sélection s'efface comment? Voilà pourquoi, avant qu'on interpelle, parce que j'ai toujours interpellé également la population, à ce jour, mon interpellation, c'est au niveau des partis politiques dans la sélection des candidats, sinon des candidatures. Il faut jauger Gisèle Etoko. Il faut connaître les compétences de Gisèle Etoko. Mais parfois... Il faut connaître son degré moral et intellectuel. Vous faites le choix sur elle, vous l'alignez, avec espoir qu'une fois si elle est élue, elle est à l'Assemblée nationale, elle peut nous produire tel travail. Pourquoi, avec Gisèle? Espoir, Pascal. Oui, avec espoir, parce Comment ça? Parce qu'on ne peut pas se fier... On doit d'abord vous estimer, oui. ne fût-ce que par présomption. Lorsqu'on voit que vous répondez à ces qualités, socialement, c'est une dame sans problème. Une dame qui reflète la morale. Une dame intelligente. Une dame non problématique. Une dame sociale. Vous alignez. Vous ne pouvez pas aligner n'importe qui. Mais Pascal, des fois... Parce qu'il y a une conséquence à l'Assemblée nationale de Gisèle. J'ai entendu l'autre évoquer une loi sur la consommation des chiens. Vous aurez des députés comme ça. Vous avez des priorités au pays. Vous n'avez pas encore résolu les questions fondamentales de la vie des Congolais. Et pour un député, la priorité, c'est la consommation des chiens. Ah, et il initie une proposition de loi dans ce sens-là. Non. Alors, parce que je vous ai toujours dit, lorsqu'on n'a pas de bons députés, nous n'aurons pas un bon gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on n'a pas de bons députés, il est difficile qu'on ait une bonne gestion au pays. Parce que c'est les députés qui contrôlent les gestionnaires. Lorsqu'on n'a pas un bon député, non, on n'aura pas de bonnes lois. Lorsqu'on n'a pas de bonnes lois au pays, nous connaîtrons cette fois-là le dysfonctionnement. Voilà pourquoi, avant qu'on arrive à l'étape du vote où nous allons interpeller la population, il est de bonnes lois à ce stade qu'on interpelle les états-majors des partis politiques qui sélectionnent ces candidats-là. Et voilà pour nous, nous estimons qu'il est bon que ces états-majors fassent le choix à travers les présomptions des gens sur des gens
capables, une fois à l'Assemblée nationale, produire un bon travail. Pour Mais les Pascal Oronge, ces gens qui déçoivent à l'hémicycle du Palais du Peuple, ce sont des gens qui ont été présentés comme ayant une bonne moralité, des professeurs d'université, des gens et avec un niveau élevé d'études, mais sur place, ils déçoivent. Alors, on ne peut pas se fier à ça pour dans les critères de sélection. Je suis parti d'un fait. Le fait ici, c'est le choix des animateurs à travers les états-majors des partis politiques. Mais vous évoquez une question fondamentale en même temps. Mais ce n'est pas du fait qu'on soit professeur qu'on incarne des valeurs. Vous avez été à l'université, vous aviez vu comment les professeurs ici s'est comporté. À ce jour, en République démocratique du Congo, qui devient professeur? À quel ouvert, sincèrement? Si vous êtes la fille ou le fils d'un professeur, vous avez la facilité de distinguer, vous restez professeur. C'est pour autant que vous incarnez des valeurs, c'est pour autant que vous soyez intelligent. La conséquence, vous voyez le degré de l'enseignement chez nous. Le fait que vous ayez de bonnes relations avec le professeur, il vous facilite, vous devenez professeur demain. Vous soyez de la même tribu que le professeur, il vous facilite. Aujourd'hui ou demain, vous devenez professeur. Ce n'est pas pour autant que vous êtes exception de la société. Si l'enseignement était un cadre qui fait l'exception sur les meilleurs d'entre nous dans la société, intelligent, par son intelligence, sans coterie, sans corruption, il distingue, il devient professeur, à ce moment-là, il serait de référence pour nous autres. Mais à ce jour, vous ne pouvez pas, moi, Pascal, après avoir vécu ce que j'ai vécu à l'université, et à son temps-là, en fortiori aujourd'hui, et l'enseignement, sinon le cadre universitaire ne peut pas être un cadre de référence. Parce que j'ai évoqué les partis politiques, j'insiste là-dedans. Nous sommes partis de la Première République, sinon des 60. Avec Kasavubu, 65, Mobutu prend le pouvoir. 65 jusqu'à 97, lui quitte le pouvoir. 97 jusqu'en 2001, Kabila perd. 2001, 2018, Kabila fils. Vous allez analyser étape par étape comment, sur ce point de l'enseignement, nous avons connu des dégradations. Et la preuve, c'est que lorsque vous voyez, on aligne même les universités à travers le monde, nous sommes nulle part. Il faut une réforme. Donc, quelque part, nous sommes dans une société où nous n'avons pas de repères. Les professeurs ne peuvent pas être nos repères à ce jour. Pas tout ça. Je suis dans la généralité. Okay. Les professeurs ne peuvent pas à ce jour être nos repères. Et nous sommes dans une société parfois où nous ne savons pas dire qui est notre repère. Ça, c'est une réalité. Et vous aviez bien dit, professeurs, engagez-les à tel endroit, à tel autre. Regardez l'agir, regardez le comportement. Mais moi, ici, ma plaidoirie est que, à travers cette présomption, qu'on soit professeur, qu'on ne soit pas professeur, qu'on soit ceci ou cela, pourvu que les partis politiques, parce que c'est vrai, dans la globalité, nous sommes une telle société, mais on fasse ne fût-ce que le choix sur le peu qu'on peut estimer être bon pour nous. Cela, on peut les aligner. Que d'aligner les médiocres visibles dans la société et pour que demain ils compétissent, parce que comme je vous ai évoqué le cas Platon ici, l'appréciation de Platon sur la démocratie, et ils sont élus, ils se trouvent à l'Assemblée nationale, ils vous dirigent, parce qu'en réalité c'est les députés qui dirigent le pays. Mais c'est un cas, c'est un problème. C'est une société perdue. Si on n'évoque pas ces questions de fond maintenant, et nous allons tourner à rond, et les élections, sinon l'élection, ne deviendra qu'une culture, parce que nous sommes habitués, nous allons vouloir cette fois-là respecter la Constitution, mais l'apport des élections, pour qu'on ait une bonne gestion de l'État, ne sera pas visible, ne sera pas palpable auprès de la population, et nous allons tourner à rond. Parfois on est bon au départ, mais arrivé devant l'argent, face à la corruption, on est faible et voilà. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de créer une nouvelle société, n'est-ce pas? D'avoir un autre paradigme qui peut dire stop à ce genre de comportement. Moi, j'avais vu l'élan de Kabila père, par exemple. Mais il y a certains abus, certains comportements qui ont changé. Je pense qu'il faut maintenant actionner sur la sanction. Et tout cela, c'est par l'Assemblée nationale. Pas ailleurs, c'est par l'Assemblée nationale. Si on initie de telles lois
franchement, vous allez voir que la société sera régulée. Mais on est dans la complaisance. On est dans des lois sur les chiens. Nous avons des lois sur les chiens. Voilà. Alors là, Pascal, je suis perdu. Voilà. Parce que vous avez parlé de l'Assemblée nationale. Venons-en à notre premier sujet, Pascal Orondje, avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier, où les députés nationaux exigent la révocation du DG de la SNEL pendant 48 heures. Quelle analyse vous faites de cela? Ce DG n'a fait que 3 mois, il a été nommé il n'y a que 3 mois. Est-ce que vraiment on peut évaluer sa gestion, la gestion d'un mandataire d'une entreprise publique en 3 mois? Il est vrai, en 3 mois ce n'est pas facile, parce que c'est à peine, il n'a même pas totalisé plus de 100 jours. Je pense qu'il va revenir dans 48 heures, depuis hier, dans 48 heures, probablement demain, pour qu'il vienne rencontrer. Il a déjà fait, mais les députés n'ont pas été satisfaits. Ah, donc ils vont, cette fois-là, c'est avec la motion de défiance. Ouais, ils ont demandé sa révocation hier. Sûrement qu'ils ont eu un tableau sur lequel ils se sont référés pour, en tout cas, prendre une telle décision contre le directeur général de la SNEL. Nous devons dire que un pays où l'électricité n'est pas garantie, il est difficile de connaître un développement. Parce que le développement part de l'industrialisation. L'industrialisation veut dire la permanence de l'électricité en même temps. Lorsque ce n'est pas garanti, c'est tout un problème pour la société. Cette question, c'est une question de vie, c'est une question fondamentale pour les Congolais. Autant l'électricité, autant la régie des eaux. Il est aberrant, la fois passée j'arrive à Mbandaka, grande ville, reconnue. Mais dans l'obscurité, il n'y a pas de courant. Proche de Kinshasa, c'est pas loin. Vous arrivez à Bandundu, ici, il y a des villes où il n'y a pas de courant. Le Kassai, chez moi, bon, nous sommes habitués en fait. Je crois que il y a un effort qui n'est pas correctement fourni par la direction générale de la SNEL. Lorsque vous prenez fonction, vous vous assumez parce que c'est la continuité des affaires de l'État. Et dans les 100 jours, il faut imprimer votre distinction, votre différence pour qu'on vous apprécie. Si dans les 100 jours, vous ne posez pas des actes qui impriment la distinction, vous êtes dans la continuité, mais c'est aussi bonne à loi que ceux qui ont le pouvoir de sanctionner puissent sanctionner. Parce que l'objectif, au fait, c'est de voir cette société fonctionner normalement pour l'intérêt des Congolais, pour permettre que on connaisse ne fût qu'un changement en termes de développement. Les conditions étant difficiles, et vous mettez encore les gens dans des difficultés encore énormes. Là, ça ne passe pas. Mais il y a une réalité de reconnaissance de mon point de vue. Quand vous regardez le travail fait dans ce secteur depuis tous ces temps, vous allez vous dire, rien de signifiant, rien d'essentiel n'a été fait. Parce que les cabines construites à son temps, avec une population déterminée à l'époque, c'est les mêmes qui continuent jusqu'aujourd'hui. Nous avons des raccordements frauduleux et qui impactent sur les cabines. Mais quelle est l'initiative prise jusqu'ici par la SNEL pour la construction de nouvelles cabines pour stabiliser finalement l'électricité? Il faut un financement. Il faut un financement. Est-ce que la SNEL ne peut pas générer des recettes? Les recettes que perçoivent les agents de la SNEL, ils en font quoi? Il faut une explication également à l'Assemblée nationale. À la fin du mois, nous obtenons autant d'argent. De cet argent que nous obtenons, nous faisons ceci ou cela. Et il y a également subvention du gouvernement. Et ensemble avec cette subvention, nous avons telle enveloppe et nous faisons ça. Je pense que cette gymnastique n'est pas correctement bien démontrée par la SNEL. Je me souviens lorsqu'on a arrêté le prédécesseur de celui-ci, je ne sais pas s'il est sorti de la prison, les mêmes problèmes ont été évoqués. Mais là aussi, les administrateurs se soustraient toujours. Or, c'est le conseil d'administration, en principe de mon point de vue, qui doit recadrer le directeur général et le directeur général adjoint. Lorsqu'il y a des déviances, lorsque la gestion n'est pas saine, lorsque la gestion n'est pas rationnelle, là, lorsque la gestion n'est pas dans le sens de garantir les intérêts de la population, c'est le conseil d'administration,
à l'interne qui menace et, au besoin, oriente le directeur général adjoint à pouvoir poser des actes d'intérêt national. On va sanctionner le directeur général, oui, je ne sais pas s'il y a eu des détournements en son nom, mais en même temps, il faut voir le conseil d'administration. Parce que c'est comme ça, l'Assemblée nationale, le bureau, oui, mais c'est la plénière qui décide. La plénière, dans le cadre des entreprises, c'est le conseil d'administration. Les questions viennent dans le conseil d'administration, et c'est là qu'on décide sur la gestion de l'entreprise. On donne des orientations au directeur général qui les exécute. S'il y a un détournement, c'est autre chose. Mais si c'est simplement sur le fonctionnement de la société, je pense qu'autant qu'on peut envisager sanctionner le directeur général, autant qu'il faut en même temps sanctionner le conseil d'administration. Mais vous allez voir les conseils d'administration, parce que la plupart sont des députés. Comme les loups ne se mangent pas entre eux, ils vont se soustraire, ils seront protégés. Non. Et donc, ici, je suis très d'accord qu'on sanctionne. Parce que la SNEL, l'électricité, au fait, c'est un élément important, un secteur très important pour les Congolais qui rêvent non seulement le développement, mais aussi la survie. Parce que c'est de l'électricité là que nous parvenons, ne fût-ce qu'à pouvoir épargner, ne fût-ce qu'un franc, pour ne pas acheter des braises, pour ne pas acheter tel autre. Ça nous permet aussi la petite distraction, malgré les soucis que nous avons. Si vous avez la télé, vous pouvez vous détendre. Mais vous n'avez rien, ni argent, ni quoi, même pas la télé, tout ça. Mais vous nous tuez alors à petit feu. Alors je voudrais, Pascal, que vous puissiez un peu analyser les arguments soulevés par les élus du peuple qui ont déclaré durant la tribune que les délestages qui se font surtout dans la capitale constituent ni plus ni moins une incitation à la révolte du peuple congolais. Quelle analyse vous faites de cela? Est-ce que il est vrai aussi qu'il y a certains acteurs qui ne se sont pas encore détachés de leur mauvais comportement d'hier. À ce jour, vous ne pouvez pas, parce que c'est là, je reviens, dans le comportement des partis politiques. Si vous avez vos intentions politiques, laissez-les ailleurs. Et c'est comme ça qu'il n'est toujours pas bon de nommer les acteurs politiques dans les entreprises. Ils vont faire la politique là-bas. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'aimez pas Tshisekedi, vous êtes président, enfin vous êtes administrateur, vous êtes directeur général d'une quelconque entreprise, vous commencez à saper les actions pour qu'ils soient vomis par la population. C'est cela la logique des députés. On sape les actions seulement du côté de l'électricité. Alors quand il y a la hausse des prix des denrées... Je reste dans la logique des députés. On sape pas, oui. Je suis dans la logique des députés. Même alors, là aussi, il y a des entreprises qui sont gérées par les politiques. Ma problématique, dans le cas d'espèce, à travers le point de vue des députés, c'est de démontrer que, prochainement, il faut qu'on soit regardant. Et éviter que les politiques gèrent les entreprises de l'État. Ces entreprises devraient être gérées par les hommes non politiques. Politique peut rester administrateur, peut rester président du conseil d'administration. Alors, si vous êtes nommé et que vous faites la politique là, dans le cas d'espèce, selon l'esprit maintenant des députés, pour saper les actions du président, parce que vous savez que le chef de l'État se bat très prioritairement sur cette question. Et peut-être c'est comme ça qu'on n'a pas même accordé beaucoup de temps à ce directeur général, parce qu'il fallait rapidement trouver solution à la question. Parce qu'on s'approche des élections. Pas seulement on s'approche des élections. Pas seulement on s'approche des élections, mais c'est une priorité pour le chef de l'État. Il faut montrer à la population qu'on travaille. Mais il faut travailler. Si on doit faire voir à la population qu'on travaille, mais il faut dire bravo, il faut encourager. Parce que tout ça que la population attend. Non, peu importe les élections. L'essentiel est que la population se retrouve à travers les actes que les dirigeants posent. Si les dirigeants ont le souci, peu importe le temps des élections, travailler pour que la population se retrouve, en quoi cela peut être très mal? On avait eu beaucoup de temps pour faire mieux. Beaucoup de temps, vous aviez vu comment ce pouvoir a été n'a pas eu un temps suffisant pour présenter son plan qui serait accepté cordialement par tout le monde. 2 ans de gâchis dans un combat de positionnement politique entre le FCC et le CACH. Non, pas de bouc émissaire, ça sont des évidences. Nous avions vécu ça. C'est après 2 ans que les petits élans ont commencé.
Et nous sommes dans la 3e année après les 2 ans qui étaient passés dans ces conditions-là que tous nous reconnaissons. Ça, ce n'est pas un langage erroné, c'est clair, parce que nous avions vécu, nous avions vu ici comment certaines personnes, à l'Assemblée nationale par exemple, comme au Sénat, Alexis Thabo Mbamba était président du Sénat, Mabunda était présidente de l'Assemblée nationale. Vous aviez suivi à son temps leurs discours, vous les aviez vus en acte, comment ils faisaient tout pour bloquer les actions. Mais c'est déjà passé. Non, mais c'est déjà passé, mais le temps qui a été consommé. Ce temps-là, si on le fait avant les élections, en quoi cela peut être mauvais? Je pense dans le cas d'espèce ici, la question de l'électricité est une question prioritaire pour les Congolais. Lorsqu'on veut trouver solution, n'évoquez pas les élections. Ne trouvez pas prétexte parce qu'on veut faire ça à quelques jours des élections. Non, ces gens-là, vous êtes, n'est-ce pas, la lumière de la société. Vous détenez le flambeau. C'est vous qui expliquez le fonctionnement de la société à ces gens-là. Lorsque nous sommes ici, vous imaginez combien nous suivent. On est enseignants. C'est pour éclairer aussi. Alors, vous devez les expliquer. Vous ne pouvez pas prendre ce qu'ils disent. Peut-être, je ne dis pas qu'ils ne comprennent pas. Peut-être sans beaucoup comprendre aussi. Mais vous estimez que c'est ça l'opinion valable. Vous présentez et vous éclairez. Voilà. Et donc, ici, la question n'a rien à voir avec une lecture politique par rapport aux élections. Même alors, si les élections demain, vous n'allez pas empêcher aux dirigeants de travailler. La question de l'électricité, c'est une question qui préoccupe tout le monde. J'ai un ami, Cyril, c'est un journaliste, Cyril, j'ai oublié son nom. Il en a fait une question prioritaire pour lui. Le matin, quand il sort, il vous annonce qu'à tel quartier, il n'y a pas de courant. Je l'encourage comme tu ne peux pas avoir l'idée. Et ça change. Non, mais c'est cela, il faut faire ça. Non, lui, c'est un journaliste comme toi. Il publie, il annonce, il dénonce. C'est un journaliste. Mais alors maintenant, si les dirigeants interpellent ceux qui devraient en réalité fixer, sinon résoudre le problème dans ce secteur, vous ne pouvez pas les en vouloir et les prêter des intentions. Ils les font ceci, c'est parce que demain c'est les élections. Non, c'est moins pertinent. Ils les font parce que c'est une priorité pour les Congolais. La question de l'électricité doit trouver solution obligatoirement parce que le développement du Congo dépend également de l'électricité. Donc, parce que je vous rejetez en bloc tout ce que les gens sont en train de penser, que c'est à l'approche de l'élection qu'on est en train des arguments impertinents. Des initiatives. On parle même d'ailleurs d'un budget qui a été, quand on parle d'un budget de 16 milliards, on dit que c'est plus électoraliste, sous-électoral et autre chose également, et toutes les initiatives. Mais le budget, c'est pas aujourd'hui. Quand le président est entré en fonction, le budget a commencé à monter. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les élections. Vous comprenez? Le degré de l'impertinence, encore une fois de plus dans l'analyse, ça n'a rien à voir avec ça. La réalité, d'ailleurs, il faut regretter lorsque nous avons un tel budget, avec tout ce que nous avons comme potentialité. Nous ne pouvons pas raisonner de cette manière-là. La question aurait été, oui, le budget, d'accord. Comment repartir ce budget? Comment on mobilise les recettes normalement? Ça, c'est des questions de fond. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire, les agents ne sont pas payés. Le mois de mars, ce n'est toujours pas payé. Nous sommes pratiquement vers la fin du mois d'avril. On doit poser une telle question, interpeller le ministre des Finances. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne payez pas les gens? À lui de produire une explication. Et je suis étonné que jusqu'à ce jour, il ne produit pas une explication pour dire aux différents Congolais les raisons qui font qu'on connaisse le retard. Nous entendons de part et en part, et voilà, il y a tel problème, il y a tel problème. Oui. Est-ce que c'est la voie officielle à pouvoir expliquer les gens? Non. La seule voie officielle, c'est le ministère des Finances. Est-ce qu'il a fait un communiqué? Est-ce que lui-même est passé aux médias pour expliquer pourquoi le mois de mars jusqu'ici n'est pas payé pour les Congolais? Ce sont des questions comme ça que vous pouvez analyser. Mais vous ne pouvez pas dire, bon, on a mobilisé un budget, bon, nous avons un budget de 16 milliards, mais non. C'est dans la répartition, dans la mobilisation, que les questions doivent être posées. Et là, sans état d'âme, pour chaque Congolais, parce qu'il s'agit de notre pays, chacun maintenant peut produire ses points de vue pour interpeller ceux qui ont mis à telle autre fonction à pouvoir à faire tel travail. Lorsqu'ils ne le font pas, c'est de bonne loi, c'est de notre droit de pouvoir les interpeller, insister pour que les choses avancent. Les choses avancées, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Là, ça n'a rien à voir avec le président Tshisekedi, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ça n'a rien à voir avec les élections. Question des élections, on va se battre autrement. Mais ici, c'est que chaque jour, il faut réfléchir plutôt sur comment rassurer la vie quotidienne
des Congolais. La vie ne va pas s'arrêter seulement aux élections, et je vous en félicite parce que vous aviez commencé par évoquer la question des élections, et vous allez comprendre que déjà, j'ai dit que les élections sont venues comme une culture. Et alors que ça allait être une priorité pour nous, un défi pour résoudre les problèmes. Est-ce que ces élections auront lieu, bien que, en lisant cet article du Forum des As qui relaie les propos du secrétaire exécutif national de la centrale électorale, la confirmation des élections en décembre. Est-ce que, à l'allure où vont les choses, vraiment, ces élections auront lieu des bonnes élections? Je sais que à chaque fois qu'on organise les élections, les doutes ne manquent jamais. On n'a jamais été certain que les élections seraient organisées. 2006, on n'était pas sûr que les élections seraient organisées. 2011, on n'a pas cru qu'elle allait organiser les élections. 2018, c'est la même chose d'ailleurs. Et 2023, alors, le même doute entre les esprits des gens. Mais je suis persuadé, convaincu que nous allons organiser les élections, parce que d'abord, il faut respecter la Constitution. La Constitution dit le mandat c'est de 5 ans. Et nous avons déjà en train de consommer la 5e année, et je ne vois pas comment, de quelle manière on sera en mesure de dépasser, n'est-ce pas, les 5 autres, même si on a une jurisprudence qui n'est pas heureuse. Avec le régime Kabila à son temps, on est passé de 5 ans à 7 ans. Mais il y a eu des cadres qui ont justifié ça, n'est-ce pas, les dialogues, et pour que finalement on sorte un peu de la Constitution pour avoir une période inconstitutionnelle. Voyez-vous? Est-ce que cette fois-ci, ce sera la même chose? Je dis, je ne crois pas, parce que nous sommes déjà au mois d'avril, bientôt c'est le mois de mai, mois de juin c'est le dépôt des candidatures, on va apprécier les candidatures, et finalement, mois d'octobre, on va commencer à préparer la campagne, mois de novembre c'est la campagne, décembre c'est les élections. Donc on n'a plus beaucoup de temps. Si on penserait à un quelconque dialogue, on en parlerait depuis longtemps. À ce stade où nous sommes, il devient irréversible. Parce que le temps, je ne pense pas à une quelconque transition. Mais est-ce que même si élection il y aura, est-ce que ça ne sera pas sous la tension tendue quand déjà on parle de couper la RDC, est-ce qu'on déjà cherche à écarter certaines personnes, voilà. Vous savez, c'est là où je reviens et puis je vous donne quelque part raison lorsque vous avez évoqué la question des professeurs. Des gens aussi au départ que nous estimons correctement ou visiblement moralement bons, mais malheureusement, à un certain moment, lorsqu'ils ouvrent la bouche, lorsqu'ils posent les agir, et vous allez vous poser la question, mais finalement, est-ce que c'est la même personne ou autre personne? Tout Congolais sérieux ne peut pas parler de la balkanisation. Tout Congolais sérieux ne peut pas menacer la balkanisation de notre pays. Peu importe les postures des politiques sur telle ou telle autre question, mais on ne peut pas parler de la balkanisation. Lorsqu'on évoque la loi sur le critère de tel autre Congolais à pouvoir briguer telle fonction, ça ne peut pas faire l'objet de menaces de balkaniser le pays. Le débat, c'est à l'Assemblée nationale. Je m'en souviens à son temps, 2011, nous étions avec François Mwamba, secrétaire général de MLC. On revise la Constitution. C'est à l'occasion, comme vous avez suivi lorsque nous étions hier avec le ministre de Communication, c'est à l'occasion que j'avais créé le concept du journaliste engagé. Où on avait pris une position pour défendre la Constitution. Parce qu'il y avait menace de toucher à certaines dispositions intangibles de la Constitution à son temps. Mais on a engagé le débat. Ceux de l'opposition n'ont pas été d'accord à l'Assemblée, ils sont sortis. On a voté cette loi sans les députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. François Mwamba, représentant les députés de l'opposition à son temps, secrétaire général de MLC, il sort, il fait une déclaration au nom de tout le monde, il était agglutiné des autres députés, juste à l'entrée là, et il va pleurer. Mais il n'avait pas de choix parce qu'il s'est agi, n'est-ce pas, d'un débat, d'un combat démocratique. C'était à l'Assemblée nationale. Comme la question est au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas autre personne qui doit menacer l'Assemblée. Le Katanga, on revient de temps en temps sur le Katanga. Je crois qu'il faut arrêter. Comme si nous avons des extra-citoyens, des extra-provinces, et les autres ne valent rien. Non. Depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale,
le Katanga a toujours eu de telles postures. Même au moment où nous atteignons la maturité, mais le même comportement est toujours observé auprès des acteurs. Moi-même, moi là, j'avais participé dans une discussion lorsqu'on organisait le colloque sur le conflit katangais et kassaïen. Il y a un regroupement katangais qui dit clairement, parce que le Premier ministre était assis, on dit au Premier ministre, si on vous fait partir du gouvernement, nous allons nous soustraire nous aussi. Et nous allons devenir indépendants. Pascal, j'étais présent. À l'époque, c'est pas d'aujourd'hui. Non, mais pas très longtemps. Ça n'a pas fait 4 mois. Ok. Tu n'as pas suivi la conférence qui a été organisée Si. à Lubumbashi dernièrement. Mais les travaux préparatoires, on recevait les différentes couches de la société. On menaçait les Kassaïens. Moi, je suis Kassaïen. On menaçait les Kassaïens. Et avec un tel comportement, vous pensez que nous pouvons construire l'unité du pays? Et j'ai aimé la réaction de Thomas Louaka, qui dit que nous allons faire échec à un tel plan. Et le plan là, simplement parce que lorsqu'on évoque cette question, visiblement on voit que Moïse n'est pas classé. Comme si la loi est faite seulement pour une personne. Mais on ne peut pas faire échec à une loi la loi est impersonnelle. La loi ne vise personne. Après ces élections, la vie va continuer. Les autres vont venir. Mais l'opportunité... Mais l'opportunité, ça veut dire quoi? L'opportunité, c'est maintenant jauger. Moi, je suis un lecteur politique. Je suis un vrai lecteur politique. J'engage les débats politiques depuis bien longtemps. Aujourd'hui, c'est plus de 20 ans. Prenez le tableau de chaque animateur politique actuellement. Mettez le tableau de Jean-Pierre Bemba. Mettez le tableau de Martin Fayoulou. Mettez le tableau de Félix Tshisekedi. Mettez le tableau de Moïse Katumbi. Faites une étude comparative avec toute sincérité, sans passion. Prenez leur temps. 2018. Prenez aujourd'hui. Et analysez chacun, vous allez comprendre qui représente quoi aujourd'hui. C'est en fonction du temps. Je suis incontournable aujourd'hui, que je ne me mette pas des idées que je le resterai indéfiniment. 2 ans après, Gisèle va surgir. La société fonctionne comme ça. Les gens émergent. Si aujourd'hui vous êtes incontournable, vous ne le serez pas forcément après 2 ans. Et je ne crois pas que la force qu'il pouvait avoir hier, parce que son opposition était justifiée, c'était face à Kabila, qu'ils ont co-géré le pays depuis tout ce temps, jusqu'à 2015, il faut le dire. Depuis 2001 jusqu'à 2015. C'est en 2015 seulement qu'il va quitter Kabila. Ça, on n'a pas ignoré. Tout ce que nous avions déploré, c'est avec ces gens. On n'a rien oublié. S'il y a une certaine compassion, c'est parce qu'il a combattu, vers la fin, la même personne que tout le monde avait combattu. C'est comme ça qu'on l'a accepté. Il y a ce jour que la personne n'est pas là. Oui. Son combat n'est plus justifié. Ça, c'est une réalité. Je n'ai pas de passion. Je dégage ma lecture parce que je suis dans ce cadre depuis très longtemps. Mais on voit quand même... Je connais un à un comment il est, comment il a émergé, et ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas. À ce jour, c'est la réalité. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas demain. Et ne confondons pas les temps. Je vous ai toujours dit, dans ce pays, nous avons 5 grands partis politiques en termes de blocs. Nous avons le MLC, nous avons l'UDPS, nous avons l'UNC, nous avons l'AFDC. Et j'ajoute aujourd'hui l'ensemble. Sur les 5, si vous gagnez 3, vous êtes incontournable. Sur les 5, vous gagnez 3, vous êtes incontournable. Et vous allez vous rendre compte que le président Félix actuel, sur les 5, il a 4. Quel est son combat? Excusez, le peuple, vous allez voir, je vous explique le peuple en même temps. Vous avez le MLC, vous avez l'UDPS, vous avez l'UNC, vous avez l'AFDC. Vous n'avez pas que l'ensemble seulement. Et vous pensez qu'on peut perdre les élections. Et vous savez que le peuple dont vous parlez, il est représenté par ses acteurs majeurs. Le Grand Équateur est représenté par Jean-Pierre Bemba, vrai ou faux? Vrai ou faux?
C'est moi qui pose les questions. Ah oui, mais le grand Kivu est représenté par Bahati et Kamere, vrai ou faux? Le Sankourou est représenté par Pascal Onge, vrai ou faux? Et voilà, ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et de ce point de vue, si vous êtes vrai acteur politique, vous allez vous dire, vous regardez la population, vous dites oui, hier j'étais comme ça, aujourd'hui je suis ainsi, demain peut-être que je ne serai pas comme ça. Et vous changez votre comportement, vous adaptez, vous allez calmement. Et donc, substantiellement, comme pour vous dire, la loi, elle est impersonnelle. Il faudrait, même alors, même si on visait une personne, vous n'allez pas comparer. L'attaque contre une personne vaut la balkanisation d'un pays. C'est quelle logique comme ça? Alors, mais il y a des diplomates qui osent quand même la voix, le temps pour critiquer cette loi, pour appeler au rejet. On est en démocratie, on ne peut pas ne pas critiquer, il faut critiquer. Oui, mais moi, je critique la loi. Moi, je critique la loi. La loi Tiani, là, moi, je la critique de temps en temps. Je ne suis pas dans la critique. C'est normal qu'on critique la loi. Peut-être que moi, parce que je ne suis pas d'accord, et je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec cette loi. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette loi. Même si je ne suis pas d'accord avec cette loi, cela ne me donne pas le pouvoir de menacer la balkanisation de notre pays. Même si je ne suis pas d'accord avec cette loi, à partir du moment où j'accepte la démocratie, je laisse maintenant à ceux qui sont habilités à pouvoir trancher sur des questions comme ça. Mais il dit que l'auteur, il dit qu'on a sorti ses propos du contexte. Bon, mais c'est à lui de se justifier autrement. Le problème, c'est que c'est informé comme tel, n'est-ce pas, rendu public comme tel. Mais maintenant, si les gens sont sortis du contexte, il faudrait faire un autre point, un autre élément pour expliquer correctement l'opinion. Merci Pascal. Nous tendons déjà vers la fin de notre magazine Kiosque. Le temps pour vous de dire un mot, de faire un commentaire par rapport tout d'abord à l'arrivée du président suisse en République démocratique du Congo. Les balais diplomatiques se poursuivent. Hein. Le balai diplomatique se poursuit, c'est une bonne chose. Je sais que nous sommes un pays en guerre, avec beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de déplacés. Quand vous arrivez vers les camps de déplacés au Nord Kivu, Gisèle, franchement, quand vous regardez comment nos frères et sœurs vivent, la première des choses, c'est vous dire pourquoi ces gens sont si mauvais jusqu'à accepter que nos frères et sœurs passent des moments difficiles comme ça, des réfugiés. J'étais dernièrement aussi à Genève, où on a participé à une conférence sur les réfugiés. Le cas de la République démocratique du Congo a été évoqué. Je ne connais pas le mobile de déplacement du président suisse, mais je pense, étant donné que si c'est la raison humanitaire, c'est que exactement, c'est un rapport avec les réfugiés, parce que c'est sa capitale, la Genève, qui est le siège du Haut Conseil des Nations Unies sur les réfugiés. C'est à Genève. Et s'il vient dans ce cadre-là, peut-être, je vais saluer, parce que vous aviez dit, il y aura un point de presse qui sera organisé entre lui et le président de la République. Sûrement, probablement, qu'il pourra avoir des émissaires qui iront à l'est du pays vivre comment nos citoyens vivent. Et je ne sais pas à ce niveau qu'est-ce qu'il peut, mais je pense que ce qui est plus important, c'est l'apport. Pour qu'ils parviennent à trouver ne fût-ce que quoi manger, avec quoi s'habiller, et résister à ceux qui vivent comme une menace. Parce que ça fait mal. Si les autres peuvent venir nous consoler, nous visiter pour la prise en charge de nos propres frères et sœurs, je pense qu'une initiative interne également doit être dégagée pour la population. Qu'on soit au pouvoir, qu'on ne soit pas au pouvoir, qu'on soit dirigeant, qu'on ne soit pas dirigeant, qu'on soit travailleur, qu'on ne soit pas travailleur, je pense qu'on peut pondre une idée qui ferait que la conjugaison de nos petits moyens contribue finalement à la prise en charge de ces gens. Parce que quand vous arrivez là, Gisèle, je répète, vous, en tant que femme, la première réaction, c'est de pleurer, couler larmes. Les conditions sont très néfastes. Les enfants dans les conditions déplorables. Les femmes sont chosifiées, exposées à toute intempérie possible. Si c'est dans cette logique qu'il vient, je pense que il est le mieux
voulu par moi, parce que les autres viennent pour des raisons de moquerie, comme les Sarkozy, nous l'avions vu ici. Bon, ce n'est pas Mais très dans important pour l'opinion, on a l'impression dans l'opinion qu'elle a marre de ces visites des autorités qui ne rencontrent pas les attentes de la non, mais population. quelle opinion? Vous aviez vu le président, vous qui parliez pas longtemps ici du président Tshisekedi, il se promène beaucoup. Mais vous voyez ce que fait Sarkozy, ce que fait Macron ici. Il a fait l'Afrique, il était jusqu'ici, il est parti, il est en Chine, il est rentré, il est parti. Aujourd'hui, il est pas en France. Non, mais retomber, c'est quoi? Retomber, ce n'est pas comme ça, je pars, je rentre avec une valise d'argent, la population prenait l'argent. C'est pas de cette logique que vous allez analyser les retombées. Les retombées peuvent arriver. Même après mon départ, même 5 ans après, les retombées peuvent arriver. On doit les sentir le plus vite possible. Non, mais commencez d'abord par réfléchir. Nous disons, l'essence précède l'existence. Les idées, d'abord les idées, et vous les matérialisez, et vous pouvez attendre le résultat après. Il ne faut pas déjà penser au résultat pendant que vous n'aviez pas pondu les idées, vous n'aviez pas conçu. Commencez par la conception. Ce qu'on fait, c'est les points ou les actes de départ, n'est-ce pas, pour que, demain après demain, on ait des solutions attendues, ou des résultats attendus. Vous ne voulez pas, vous ne devrez pas être trop pressé rapidement. Non, il est vrai, les difficultés sont là, il est vrai, nous voulons les solutions à l'instant, mais en même temps, vous n'allez pas ne pas aussi accepter les efforts qui vont permettre que on ait des résultats sur les attentes de la population. Et on termine avec le processus de Luanda où a séjourné pour quelques heures le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, bien qu'il n'y a pas eu un communiqué officiel par rapport à cette rencontre, mais du moins parce que le ONU, est-ce qu'on peut encore espérer à ce processus, parce que sur le terrain, les M23 font semblant de quitter comme les lieux occupés, mais ils sont toujours là. Je crois que les échanges diplomatiques doivent continuer d'un côté, mais de l'autre côté, l'organisation interne devrait être la priorité des priorités. L'organisation au niveau militaire, je voudrais dire. Et donc, ce que fait le chef de l'État, c'est amener tout le monde jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas un jour un prétexte sur cette question de l'Est. Vous avez souligné vous-même, vous dites que le M23 fait semblant de quitter les espaces, mais pas visiblement vrai. Avec vous, je pense, je ne sais pas si c'était avec Serge, avec vous, on analysait, moi, je produisais la réflexion, mais lorsque ces gens vont quitter, qui occupe les espaces? Et nous avons dit à son temps, les FARDC et les autres. Et les FARDC, et bon, ceux qui ont occupé les espaces là vont partir comme ça gratuitement pour ne rien avoir. On analysait la fois passée ici. Et dernièrement, on nous dit, c'est occupé par les forces régionales qui n'acceptent pas que les FARDC viennent. Bon, ce débat, c'est pas notre niveau. Ça, c'est un débat militaire. Mais le souhait ici, c'est que l'engagement diplomatique doit continuer. Parce que ce piège, il est très compliqué contre la République démocratique du Congo, contre notre pays. Je ne voudrais pas ici revenir sur les différents textes signés, mais comment mettre en cause, comment sauter tous les verrous, comment tous les pièges qui ont été montés contre nous peuvent être démontés. L'intelligence, c'est à son niveau. Démonter ces pièges, c'est d'un côté avoir la force diplomatique, de l'autre côté avoir la force militaire sur le terrain. Moi, je pense que moi, je vais mettre mon accent, ma priorité, mon intelligence, mon regard sur la force militaire pour que ceux qui tentent de temps en temps marcher sur la République démocratique du Congo comprennent que le temps a changé. Mais en même temps, j'approuve l'effort qui consiste à ce jour à dénicher, à détecter les infiltrations. La force de ces gens-là, c'est parce qu'ils sont nombreux chez nous, ils ont occupé toutes les fonctions et ils savent à quel moment nous parlons quoi, et ils sont informés à temps, ils savent nous contourner également à temps. Et lorsque nous allons continuer à travers cette dynamique, n'est-ce pas, de détecter les infiltrés, je crois que beaucoup de problèmes seront résolus lorsqu'on va additionner également avec cette question des militaires. Merci Pascal Owonje.
Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique Niwa Pezo, Moro Njambe, Monzim Tsingani et Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Kiosque est fini. Nous nous retrouvons demain pour le dernier numéro de la semaine. Au revoir.